Les témoins sont au nombre de 4. Ils sont tous présents? Pour l'exposition des faits et les demandes de preuves, je me reporte aux demandes déjà formulées devant un précédent collège. Je n'ai pas de joie personnelle quand l'accusé est condamné, parce que de toute façon, si je demande la prison à vie, il n'y a pas à se réjouir quand tu sais qu'une personne va rester toute sa vie derrière les barreaux. C'est de toute façon une défaite pour l'État quand, dans un procès, on condamne les gens à 10 ans pour racket, par exemple. Laura Vaccaro, 45 ans, sicilienne, magistrate. Signe particulier, procureur antimafia à Palerme. Son métier, représenter l'accusation lors de procès à caractère mafieux. En tant que ministère public, elle est le visage de l'État. C'est elle qui requiert les condamnations. Dans les procès pour mafia, il faut faire particulièrement attention à tout ce qui est dit et à tout ce qui ne l'est pas, aux gestes, aux symboles. Les mafieux, entre guillemets, ce n'est pas dit qu'ils parlent avec des mots. Et donc, il faut être attentif pour voir et comprendre s'il y a des messages larvés. On pense toujours qu'une menace doit arriver par une lettre anonyme. Ce n'est pas dit. Laura a vite été mise au parfum de ce monde fait de code. Au début de sa carrière, lors d'un de ses premiers grands procès, elle a refusé la demande de libération anticipée d'un accusé que sollicitait la défense. L'avocat s'est présenté dans mon bureau en me disant: « Vous savez, Madame le procureur, nous ne sommes pas très contents de votre comportement. » Je crois que c'est une phrase qu'on pourrait laisser passer. Mais dans un contexte criminel mafieux, je me suis rendu compte à ce moment qu'il était important de répondre et avant tout de faire comprendre à l'avocat que ce « nous », qu'est-ce qu'il signifiait, au nom de qui, pour le compte de qui il n'était pas content. Et je lui ai dit que, de toute façon, il était évident que le rôle du ministère public n'était pas de le contenter. Et c'est évident que ce n'est pas mon rôle. Je lui ai donc demandé de ne plus jamais se présenter à mon bureau sans rendez-vous. C'était un moyen de faire comprendre à cet avocat que je n'étais pas quelqu'un qu'on pouvait approcher ou intimider facilement. Che io non ero una persona che era in quel momento né avvicinabile né poteva intimorirmi un comportamento del genere. La mafia, ce n'est pas ce que l'on appellerait en France le milieu, le grand banditisme. Les mafieux ne sont pas braqueurs de banque. La mafia, c'est à la fois une organisation criminelle ultra-violente et une société secrète. En Italie, il y a 5 mafias, toutes implantées au sud du pays. Historiquement, la plus puissante est la sicilienne. Elle s'appelle Cosa Nostra, littéralement notre chose. On pourrait dire en fait notre affaire. La mafia sicilienne trouve son origine au XIXe siècle. Cela paraît acquis pour les historiens. Mais le nom, ce mot mafia, d'où vient-il? À mon avis, le mot mafia ne veut rien dire. C'est comme quand vous dites en français rififi. C'est un son. Au XIXe siècle, on disait aussi mafia avec 2 F. Et c'est vraiment ça, un son. Ce son âpre et surtout mystérieux, vaguement menaçant. Beaucoup de linguistes ont essayé de faire remonter l'étymologie du mot mafia à un vieux terme du dialecte sicilien. C'est du jargon, comme vous dites en français de l'argot. C'est un jargon criminel. On estime que le chiffre d'affaires des mafias en Italie atteint les 90 milliards d'euros, hors commerce de drogue. Soit 7% du produit intérieur brut italien. Vertigineux. La force de la mafia, c'est de recycler l'argent des trafics illicites dans l'économie légale. Les Italiens ont donné un surnom à la mafia, la pieuvre.
La mafia est une organisation criminelle qui a su maintenir un contact, des connexions avec le pouvoir. Le pouvoir économique, le pouvoir politique, des connexions qui ont permis non seulement la survie de l'organisation, mais surtout l'extension de sa puissance économique. Laura a dédié sa vie à la justice. La plus grande partie de son existence est vouée à son métier. Ici, au tribunal de Palerme, un des plus grands d'Italie, elle travaille au sein de la direction départementale antimafia. En tant que procureure, elle fait partie des magistrats qui requièrent des peines durant les procès liés à la mafia, à Cosa Nostra. On a le réquisitoire le 14 octobre. On a récupéré tout ce qu'il faut? Certaines choses, oui. On doit avoir les écoutes téléphoniques et environnementales dans la rue pendant les filatures. Tout ce qui a été déposé. J'ai les PV d'audience, tout ça. Oui, je m'en occupe. Puis moi, j'ai déposé de la documentation. Il devrait y avoir les déclarations des repentis. Son temps de travail, elle le partage entre son petit bureau sans âge et la salle d'audience. C'est dans ce bureau qu'elle doit s'approprier les dossiers et faire en sorte d'être prête le jour J devant le tribunal. À l'audience, elle devra mettre en valeur ce qui a été fait par le juge d'instruction durant l'enquête. Et tout ce que j'ai produit lors du procès, tout ça, on doit l'avoir en double. Oui, oui, oui. Oui, ça, je vais me débrouiller avec les PV d'audience. Et puis on a l'expertise qui a été faite sur les écoutes. Ça, c'est très important. Ça, on peut l'avoir sur l'ordinateur. Moi, je veux travailler dessus la semaine précédant le réquisitoire. Comme ça, dès début octobre, je serai prête. Face à la mafia, les armes de Laura peuvent paraître dérisoires. Le verbe, la ténacité, le sang-froid. La patience aussi, face à un ennemi qui a tissé des liens beaucoup trop forts avec les pouvoirs économiques et politiques. C'est vrai que mon métier, c'est l'accusation. C'est enthousiasmant, c'est passionnant, c'est beau, ça te procure de l'adrénaline. Mais je trouve que ce qu'il y a de plus beau dans mon travail, c'est que mon accusation n'est pas simplement une accusation. C'est aussi une défense. La défense des Siciliens les plus faibles, ceux qui ont peur de prononcer le mot mafia. Et je ressens que mon travail a du sens chaque fois que je suis du côté de ces Siciliens les plus faibles, de ces citoyens sans défense. Certains chiffres sont étonnants. Sur les 5 millions de Siciliens, on estime à un peu plus de 5 000 le nombre de mafieux. Entendons par là ceux qui représentent le noyau dur de l'organisation. Ceux qui forment les cosche, les clans familiaux mafieux. Ils sont 180 au total. 5 000 personnes, cela ne représente que 0,1% de la population de l'île. Après, il y a le cercle proche, celui des employés directs de l'organisation, puis celui, infini, de tous les complices bénéficiant du système. Et la figure du parrain dans tout ça. Les spécialistes parlent de l'organisation verticale de Cosa Nostra. En son sommet, une coupole avec un chef. Les derniers grands parrains arrêtés se nomment Toto Riina, dit la bête, dit aussi le petit, à cause de son mètre 58. Sanguinaire, c'est lui qui commandita l'assassinat des juges Falcone et Borsellino. Il a été condamné une dizaine de fois à la perpétuité. Bernardo Provenzano, dit le comptable, arrêté en 2006 après une cavale de 43 ans. Laura a requis contre lui la prison à vie pour avoir commandité le meurtre d'un journaliste sicilien. Puis Salvatore Lo Piccolo, arrêté en 2007 à Palerme, après 23 ans de cavale. Fille d'enseignant, rien ne prédisposait Laura à devenir magistrate. Pourtant, elle a toujours su qu'elle voulait faire ce métier. Pas par hasard, pour lutter contre la mafia. La famille, c'est essentiel pour Laura. La famille au sens de tribu, avec frères, sœurs, oncles, tantes et neveux. Nous n'en rencontrerons aucun. Laura n'est pas mariée, n'a pas d'enfant. Nous n'en saurons pas plus. Les magistrats anti-mafia sont pudiques et vivent sur leur garde.
En choisissant ce métier, ils mettent en péril la tranquillité de leurs proches, voire plus. Direction Favara, au sud de la Sicile. Favara, 30 000 habitants. C'est là que Laura est née. Laura n'a pas souhaité nous montrer les lieux de son enfance, attirer l'attention avec une caméra. On la connaît ici, certains même un peu trop. Ces derniers mois, elle a reçu des messages de menaces sur son téléphone portable. C'est de loin, en surplomb, que nous découvrons d'où elle vient. C'est une ville qui vit des contrastes de la Sicile. Il y a un très fort taux de criminalité. Cette criminalité est organisée et donc mafieuse. C'est un pays riche de jeunes, mais avec un taux énorme de chômage. C'est peut-être une des villes de la Sicile qui envoie à l'étranger et au nord de l'Italie le plus de jeunes à la recherche de travail. C'est un pays qui n'a pas une grande richesse économique, mais qui a un des plus forts taux d'entrepreneurs et d'entreprises, et donc c'est un gros paradoxe. Une ville dans laquelle il ne devrait pas circuler beaucoup de richesses. Pourtant, on voit de très grosses voitures. Je dois dire que quand j'étais jeune, la présence de la mafia, de Cosa Nostra, se sentait très fortement. Ne serait-ce que dans la peur de prononcer le mot mafia. Abbiamo organizzato insieme a un gruppo di giovani, insieme anche alla chiesa locale e anche a forze sociali e politiche. Il y a quelques della années, città di Favara, on avait organisé avec un groupe de jeunes, avec l'Église, avec des associations de la ville de Favara, un colloque de 3 jours d'éducation à la légalité. Et on a travaillé avec les jeunes pour inviter les habitants à cet événement. Et la nuit précédente, ce théâtre, qui est juste là devant, a été incendié dans le but de rendre impossible l'organisation de l'événement. Mais on a réussi à se débrouiller avec l'église qui nous a donné un autre local et la manifestation a pu se dérouler avec une bonne participation des citoyens parce que je crois que les gens bien ont envie de se libérer culturellement de Cosa Nostra. Possibilità culturale di liberazione da Cosa Nostra. Pas facile de s'élever contre la mafia quand on est un simple citoyen en Sicile. L'arme de Cosa Nostra, c'est la peur. Cette peur qui lui permet d'imposer son impôt partout sur le territoire. Le racket est essentiel dans la stratégie de Cosa Nostra. Ici, on appelle ça le pizzo. 80% des commerçants le paieraient à Palerme. Le pizzo est une partie essentielle de l'organisation mafieuse pour toute une série de raisons. D'abord parce qu'il ne donne pas lieu à de grands trafics illégaux. Et donc il n'est pas facilement visible par les autorités. Ensuite parce que le racket peut se maintenir à un niveau acceptable socialement. Si je suis un entrepreneur qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires et qu'on me demande de payer quelques dizaines de milliers d'euros, c'est pas bien grave. Du point de vue économique, ça ne me gêne pas trop. Et donc l'activité de la mafia peut parfois être considérée comme acceptable socialement. Et puis le pizzo permet le contrôle du territoire. Et la mafia, de par sa nature, doit contrôler le territoire. Parce que c'est là qu'elle trouve ses complicités. C'est là qu'elle trouve ses connexions. C'est là qu'elle se cache. C'est là qu'elle se fond dans le tissu social. Même le tissu social le plus légal. Donc le pizzo a toujours été la quintessence du phénomène mafieux.
Le prix du pizzo, entre 200 et 1000 euros par mois pour une boutique, 5000 pour un supermarché et 10 000 euros pour un chantier. Longtemps, c'est la loi du silence qui a régné, l'omerta. Ceux qui la brisaient payaient de leur vie. En 1991, Libero Grassi, commerçant de Palerme, est assassiné. Son crime, avoir dit publiquement et même à la télévision qu'il ne paierait pas le pizzo. Personne ne l'a aidé dans son combat. Il est mort, seul. Sans doute la mafia ne tuerait-elle plus aujourd'hui un commerçant. Mais sans en arriver là, les moyens utilisés pour pousser au paiement du racket ne sont pas anecdotiques. Et ne pas se soumettre, c'est risquer gros. C'est prendre le risque de payer un jour les arriérés. Payer en une fois ce que la mafia estime qu'on lui doit depuis des années. Rodolfo Guaiana dirige un établissement très connu à Palerme, la Guaiana Ferramenta, une entreprise de vente de métaux en gros, ou ce qu'il en reste, car l'entrepreneur a tout perdu. 1,5 million d'euros de marchandises parties en fumée. La caisse est là. Ça, c'est une vitre blindée. Bon, on ne voit rien parce qu'elle est couverte de suie. Mais c'est quand même du verre de 5 cm d'épaisseur. Notre société existe depuis 1875. Ça fait donc 6 générations qu'elle est dans la famille. Et on n'a jamais payé la mafia. Jamais. Chez les Guaiana, on refuse de céder aux raquettes de père en fils. Il y a 50 ans déjà, le père de Rodolfo avait vu l'entreprise réduite en cendres. Je pense qu'on ne peut pas payer le pizzo si on est chrétien. Parce qu'il alimente, je veux dire, celui qui paye le racket donne de l'argent à la mafia pour qu'elle puisse acheter de la drogue et des armes qui tuent tant d'hommes, tant de jeunes. Le premier incendie est survenu en 1994. Parce que ça, c'est le deuxième incendie. Pour me pousser à payer le pizzo, comme je ne payais toujours pas après le premier incendie, ils ont pris un camion qu'ils avaient volé et ils l'ont lancé contre mon portail à fond, en marche arrière. Et ils l'ont cassé pour faire des dommages plus importants. C'était juste pour dire, tu vois, tu ne payes pas, eh ben moi je te fais ça. Enfin, comme je ne voulais toujours pas payer, ça n'a pas arrêté. Ils faisaient des représailles en permanence. Et puis, il y a autre chose. Les repentis, dans les journaux, ont déclaré que quand ils venaient racketter ici, ils étaient repoussés par l'arrogant Guaiana. Mais moi, je n'ai jamais eu une attitude arrogante. Je me suis juste défendu. L'un d'entre eux a commencé à mettre des coups de poing sur la caisse, là-bas, en hurlant. Et là, je me suis mis à hurler encore plus fort. Et j'ai dit au caissier, « Appelle la police, appelle la police !» Alors le type s'est enfui. J'ai toujours collaboré avec la justice. Les autres commerçants ne le font pas, ils dorment peut-être tranquilles la nuit. Maintenant, je vis sous escorte. Quand je sors, je me fais accompagner partout par 2 policiers. Ma famille vit toujours dans l'angoisse. Mais on commence à s'habituer. Le premier incendie a été le plus traumatisant. La deuxième fois, je ne veux pas dire qu'on s'habitue, mais bon, presque. Ça a été terrible quand même.
Là, ça se bousculait dans ma tête. Je me disais, je n'investirai plus ici. Ce n'est pas un bon endroit. Et puis, comme j'ai 2 fils jumeaux qui ont 33 ans, ici j'ai ma clientèle, où est-ce que je pourrais aller? En plus, mes fils ont décidé de reprendre l'affaire. Aujourd'hui, Rodolfo a pu reprendre son activité. Il a trouvé de nouveaux murs, à quelques kilomètres d'ici. Aujourd'hui, il y a des commerçants qui ont eu le courage de reconnaître au tribunal leurs racketteurs et ils ont été totalement protégés et soutenus par les forces de police. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, celui qui ne dénonce pas est complice. Il cultive un comportement de collusion et il favorise absolument la mafia. Aujourd'hui, nous sommes dans les conditions de pouvoir dénoncer. Si on ne le fait pas, quelle que soit la raison, même si c'est par peur, ce n'est pas acceptable. Malgré tout, de nombreux commerçants, entrepreneurs, continuent de pratiquer ce qu'on appelle ici la messa a posto, la mise en règle. Se mettre en règle avec le boss du coin, pour être sûr que son entreprise ne subira pas de préjudice. Se mettre en règle avant même d'être racketté. Devancer le pizzo pour vivre tranquille, en somme. Mais peut-être aussi espérer en tirer quelques profits. La messa a posto, c'est presque la règle pour l'entrepreneur en Sicile. L'entrepreneur sicilien qui, avec le temps, a établi un certain type de rapport avec Cosa Nostra, pourra tirer profit de conditions économiques plus avantageuses vis-à-vis des autres entrepreneurs. Il contribuera ainsi à changer les règles du marché. Il est probable que l'entrepreneur qui n'a aucun lien avec Cosa Nostra travaille à des conditions moins avantageuses, subisse des préjudices et dont le marché est complètement faussé par la mafia. On est passé de l'entrepreneur victime à l'entrepreneur complice et même Cosa Nostra devient entrepreneur. Contre le pizzo, la riposte est inattendue. Ils ont entre 20 et 30 ans, sont proches des milieux altermondialistes. Ils, ce sont les jeunes d'Addio Pizzo. Traduisez Adieu Racket. Une jeune association de 80 bénévoles à Palerme, forte de 300 commerçants. 300 commerçants qui ont osé dire publiquement qu'ils ne paieraient pas ou plus le pizzo. L'association a recueilli 10 000 signatures de palermitains, décidés à ne consommer que des produits vendus par ces entreprises propres, n'alimentant plus ainsi les caisses de Cosa Nostra. Là, c'est le siège d'Addio Pizzo. C'est l'ancien cabinet d'un avocat qui expédiait les affaires courantes du boss des boss, Provenzano. Donc c'est un immeuble confisqué à la mafia et qui nous a été assigné. Addio Pizzo est né en 2004. À cette époque, on avait décidé de coller des autocollants partout dans Palerme. Il était écrit « Un peuple entier qui paye le pizzo est un peuple sans dignité ». Au départ, c'était une action anonyme, mais dès le lendemain, toutes les télés en ont parlé en Italie. Donc au bout de quelques jours, on a revendiqué l'action. Tout de suite après, il y a un magistrat qui a décidé de créer un numéro vert pour permettre aux commerçants de dénoncer le racket. S'il y a 15 ans, on entendait parler du meurtre d'un commerçant qui, de son côté, avait décidé de ne pas payer, aujourd'hui, on entend parler d'une personne qui, avec d'autres, se réunissent et décident de se rebeller contre le racket. Donc on n'est plus seul. On n'est plus un individu, on est un groupe. On a pris conscience que l'individu seul ne pouvait pas avancer, mais le groupe, si. Ce problème du racket doit également faire comprendre qu'en Sicile, les rues ont des oreilles et des yeux.
À Palerme, comme partout en Sicile, chaque quartier a plus ou moins un boss. C'est-à-dire quelqu'un qui contrôle ce qui se passe dans son secteur. Aussi bien les mouvements des commerçants que la petite délinquance, les vols dans les maisons, les vols de voitures, mais aussi tous les trafics du quartier. Donc ça arrive souvent que la police n'arrive pas à trouver la mobilette ou la voiture qu'on vient de te voler, alors que si tu payes une petite somme au boss, en peu de temps, on te les retrouve. Non, on n'a pas peur parce qu'on ne se rend pas bien compte de ce qu'on est en train de faire. En tout cas, moi, je n'ai jamais ressenti le risque. La Sicile est la plus grande île de Méditerranée. Terre riche, elle a attiré les convoitises de tous les peuples. Phéniciens, Grecs, Vandales, Byzantins, Normands, Arabes, Espagnols. De quoi forger un caractère. C'est peut-être ce mélange qui a façonné celui de Laura. Mais malgré tout, malgré ce supplément d'âme, c'est à l'Église que Laura a besoin de venir régulièrement se ressourcer. La dimension de la foi est une dimension fondamentale de ma vie. Je pense qu'aujourd'hui, croire en certaines valeurs fait courir le risque de passer pour des personnes, sinon stupides, au moins un peu faibles. Et donc il faut être convaincu que certaines valeurs sont importantes et faire abstraction du jugement des autres. Dans un monde dirigé par l'arrivisme, par l'envie de succès au détriment de qui que ce soit, parler de service, de disponibilité, parler de justice peut sembler idiot. Mais je crois que la dimension de la foi m'a éduquée à l'importance de ces valeurs, quel que soit le prix à payer pour les vivre. En Sicile, les gendarmes comme les voleurs se disent catholiques, troublant. Pour chaque Laura, autant de bouchers mafieux prêts à dissoudre des corps dans l'acide du crime. À tel point que Cosa Nostra elle-même a créé ses rituels, fourre-tout ésotériques et vaguement spirituels. La mafia imite des choses qu'elle considère comme spirituellement élevées, importantes. Et donc elle adopte les mêmes façons de faire. C'est pour ça que la mafia est une sorte de détournement, de dévoiement du modèle maçonnique. Et comme dans la franc-maçonnerie, pour entrer dans ces groupes secrets, on adopte des rituels. Et comme dans tous ces types de sociétés, il y a un filtre à l'entrée. C'est-à-dire que je sélectionne ceux que j'autorise à entrer dans l'organisation. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, dans ce rituel initiatique en Sicile, il y a un mélange entre des éléments maçonniques et des éléments du catholicisme traditionnel. Les hommes de Cosa Nostra se liaient entre eux par un pacte de sang, ce qu'on appelle le rite des affiliations, la punciutina. C'était un rituel. Je dis c'était parce qu'aujourd'hui, pour éviter qu'avec tous les repentis, l'État ne connaisse trop le fonctionnement du système, ça ne se passe plus comme ça apparemment. Mais avant, on devenait membre de Cosa Nostra lors d'une présentation, une cérémonie. On était affilié souvent par cooptation familiale, mais de toute façon, quand on avait prouvé qu'on le méritait. Et on était affilié par un rituel particulier. On piquait le doigt du nouvel affilié, on faisait sortir du sang qui imprégnait l'image pieuse d'un saint que la personne tenait dans ses mains. On y mettait le feu et la personne prononçait une formule qui, plus ou moins, disait « Je brûlerai aussi comme ce saint si je devais trahir Cosa Nostra ». Il est important qu'il y ait ce que les anthropologues appellent un rite de passage, parce qu'il faut tenir compte de ceux qui au départ sont seulement des criminels et qui, s'ils étaient arrêtés par la police, dénonceraient leurs camarades.
Autrement dit, des gens en qui on ne peut pas se fier. Eh bien, en passant ce rituel impressionnant, qui signifie en substance « si tu trahis, tu mourras », parce qu'au bout du compte, le rituel mafieux sert à faire passer le message « celui qui trahit meurt », eh bien, en passant ce rituel, le mafieux, qui est un criminel, se convainc lui-même qu'il est un homme d'honneur. Pour trier le bon grain de l'ivraie, pour signifier aux mafieux qu'il faisait fausse route, en 1993, Jean-Paul II a excommunié publiquement les membres de Cosa Nostra. Ici, dans la vallée des Temples, lors d'une veillée avec des jeunes, pour la première fois, le pape et donc l'Église prirent officiellement position contre la mafia. Ce discours n'était pas prévu. Jean-Paul II le prononça suite à la rencontre des parents du juge Livatino, barbarement assassiné sur une route des environs de Favara, à côté de Cellora. Il est vrai que les magistrats en Sicile payent un lourd tribut dans leur lutte contre la mafia. Mais il n'y a pas que. Palerme détient un record. C'est la seule ville au monde dans laquelle ont été tués tous les représentants des institutions. À Palerme, on a tué des maires, on a tué le président de la région, on a tué le procureur-chef, on a tué de nombreux magistrats, on a tué les dirigeants de la police, on a tué le directeur de la sécurité publique, on a tué le préfet della Chiesa. Donc tout ce qui était État en Sicile a été anéanti par la mafia. La liste macabre fait frémir. Mais le plus grand traumatisme pour les Italiens fut certainement l'assassinat des juges Falcone et Borsellino. Eux aussi étaient magistrats, procureurs, comme Laura. En mai 92, une charge d'explosifs placée sous l'autoroute entre l'aéroport de Punta Raisi et Palerme explose au passage de la voiture du juge Falcone à hauteur du village de Capaci. Le juge, sa femme, les hommes de son escorte sont tués. 2 mois plus tard, c'est le juge Borsellino, binôme de Falcone, qui est visé. Sa voiture explose alors qu'il rend visite à sa mère. Les 2 hommes étaient en tête de la liste noire de Cosa Nostra, car ils étaient sur le point de réussir leur pari, vaincre la mafia. Pour Laura, le souvenir est d'autant plus fort qu'elle réussit ses examens 5 jours après l'assassinat de Falcone. Elle est nommée magistrate au tribunal de Caltanissetta, là où va se dérouler l'enquête sur l'attentat. Ils nous ont offert la possibilité de connaître les mécanismes de Cosa Nostra. Ils nous ont permis de voir derrière les barreaux les personnes qui nous faisaient si peur. Et ça nous a donné un peu de liberté. Ils nous ont donné l'espoir qu'en Sicile, les choses pouvaient changer, que la mafia pouvait être vaincue. Falcone et Borsellino furent les instigateurs des maxi-procès. En 1987, à Palerme, 475 associés de Cosa Nostra comparaissent. 344 d'entre eux sont condamnés pour un total de 2655 années de prison. Les 8607 pages de l'acte d'accusation démontrent pour la première fois l'existence de l'organisation mafieuse. Surtout, Falcone réussit à faire parler un mafieux, Tommaso Buscetta. Pour la première fois, on va parler de repenti. Et c'est cette figure du repenti qui, aujourd'hui encore, demeure la pierre angulaire de la lutte contre la mafia. Avant les repentis, notre tentative pour atteindre Cosa Nostra, c'était un peu la tentative de celui qui veut, c'était un peu comme essayer d'abattre une montagne avec un petit scalpel ou un petit marteau. Avec les repentis, c'est comme si on avait pu mettre à l'intérieur de cette montagne qu'on voulait raser, c'est comme si on avait pu mettre une charge explosive à l'intérieur de cette montagne. La sœur du juge Borsellino, Rita, est aujourd'hui à son tour une grande figure de l'antimafia en Italie. Elle s'est même lancée en politique, sous escorte.
Ils étaient seuls, Falcone et Borsellino. Mais aujourd'hui encore, ils sont seuls les magistrats engagés dans cette lutte très dangereuse contre la mafia. En plus, ils sont moins médiatisés que Falcone et Borsellino. Avant-hier encore, il y a eu une tentative d'attentat contre un magistrat à Palerme. Mais Laura Vaccaro aussi a subi des menaces très graves. Alors les magistrats sur ce front très dur sont souvent trop seuls. L'État a rarement été présent à leur côté. Moi, j'ai vécu sous escorte pendant 10 ans, de mai 98 jusqu'à juillet 2008. Ça a été une expérience difficile. De l'extérieur, on ne voit que l'apparence, le signe extérieur du pouvoir. Tu es escorté, donc tu es une personne qui a du pouvoir. En réalité, il y a aussi l'autre côté. La limitation de la liberté, ne pas pouvoir faire quoi que ce soit sans que ta vie privée soit connue des autres. Donc une vie privée très limitée. Ces dernières années, j'ai reçu des menaces plutôt sérieuses et réelles. Même encore le mois qui a précédé la fin de mon escorte. Malgré ça, l'État a quand même décidé de me la retirer. Mais les raisons, il faudra les demander à d'autres, pas à moi. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, quelqu'un s'est introduit chez moi et a déposé une lettre anonyme de menace. Que sur un territoire comme celui-ci, un magistrat engagé sur des dossiers aussi délicats, aussi dangereux soit livré à lui-même, c'est vraiment... Moi, je dis que c'est vraiment honteux. Croyez-moi, je ne savais pas que Laura Vaccaro n'avait plus d'escorte. J'ai vraiment honte. Honte d'en avoir une et pas elle. Mes habitudes de vie vont sûrement changer, mais pas mon travail. Je vais continuer à m'occuper des mêmes procès. Et si je dois prendre position contre la mafia dans un colloque, je continuerai à le faire. Avec ou sans escorte, ça ne va pas changer. Ce qui va changer, ce sont mes habitudes de vie. 10 ans d'escorte, ça laisse des traces. Mais il faut s'adapter. Avant, Laura se déplaçait dans une grosse berline blindée. Aujourd'hui, c'est sans escorte qu'elle emprunte cette petite auto quand elle rentre chez elle. Lirio Abate, lui, l'escorte, il la jour et nuit. Journaliste à l'ANSA, la plus grande agence de presse italienne, l'équivalent local de l'AFP, il est menacé depuis longtemps. Le danger s'est rapproché un peu plus en septembre 2007, lorsqu'on a retrouvé un engin incendiaire sous sa voiture. Son travail ne plaît pas à la mafia, surtout depuis qu'il a écrit, il y a 2 ans, avec un autre journaliste, un livre intitulé « Les complices ». Un livre dans lequel il fait l'inventaire ahurissant des collusions entre mafieux, politiciens et représentants de l'État. C'est une enquête qui se base sur des faits réels, sur les rencontres entre mafieux et politiciens, sur des conversations entre mafieux et gens des institutions qui, ni en Italie ni dans le reste de l'Europe, je pense, ne peuvent faire l'objet d'infractions pénales. Par exemple, si un politique va déjeuner et dîner avec un mafieux, ce n'est pas un crime, mais c'est important. Et il faut l'écrire. On parle de gens de gauche comme de droite. Et pour l'instant, on n'a pas eu un seul procès, pas une seule plainte. Parce que ce ne sont que des faits prouvés, avérés. Et on raconte toutes ces histoires de collusion en donnant les noms, les prénoms. Si on parle de Schifani, le président du Sénat, ou d'un type de l'opposition, ce n'est pas notre faute, c'est un fait. On ne veut pas spéculer, on ne veut pas dire qu'ils sont mafieux. On raconte juste ce qu'ils ont fait.
Ce sont les mots qui aujourd'hui font peur à la criminalité organisée. Aujourd'hui, les mafieux sont plus attentifs à l'information parce qu'ils sont plus proches des cols blancs qui, eux, connaissent bien le poids d'une phrase, d'un passage télé par rapport à une action criminelle. C'est pour ça que dénoncer la collusion entre politique et mafia, dans un monde comme le nôtre, ça embête beaucoup ceux qui cherchent à rester dans l'ombre. Oggi come oggi, in un mondo occidentale come il nostro, dà molto fastidio a chi cerca di operare nel buio. Non solo quando tu parli del boss. Ce n'est pas seulement quand tu parles du boss que tu leur fais mal. Tu leur fais mal et tu joues avec le feu quand tu parles des contacts entre les boss et les gens qui traitent avec eux. Parce que la mafia vit de son propre ego. Si tu dis à un mafieux, toi tu es un mafieux, lui, ça lui plaît. Il dit oui, je suis un mafieux. Si tu lui dis tu as assassiné beaucoup de gens, oui, c'est vrai. Parce qu'ils vivent comme ça. Ils se passent en boucle le parrain. Ils vivent de cet ego d'être mafieux. Mais quand tu commences par contre à parler de leurs amis, ceux qui leur font gagner de l'argent, ceux qui recyclent l'argent du blanchiment, alors là tu casses leurs jouets et tu deviens une personne dérangeante à éliminer. E tu diventi una persona scomoda da eliminare. In Sicilia l'informazione ha sempre fatto male. En Sicile, l'information a toujours fait mal à la mafia. 8 journalistes assassinés ces 35 dernières années en Sicile, c'est la preuve que le journalisme, quand il est bien fait, pose problème aux mafias. Aucun pays occidental ne peut se vanter de ce record de journalistes assassinés. Nessun paese occidentale può vantare purtroppo un primato così negativo di giornalisti assassinati. Collusion, complicité, mais aussi clientélisme, passe-droit, recommandation, comme on dit en Italie. La société sicilienne est imprégnée de non-droit. Ragazzi, c'è nessuno? Quand Laura ne travaille pas, elle travaille encore. Ici, avec les jeunes d'une association catholique, elle prépare une manifestation sur le thème de la légalité. Une obsession, cette culture de la légalité. Tant en Sicile, c'est l'illégalité qui, bien souvent, sert d'étalon. C'est quelque chose de caché à l'intérieur de la société. Ça se développe, mais ça n'émerge jamais. L'illégalité, tu la vis sans le vouloir. Ça fait partie de ta vie, même si tu ne le veux pas. C'est comme un germe qui s'implante et tu commences à raisonner de cette manière. Tu le fais sans le vouloir, même pour les petites choses de la vie. C'est vrai qu'il y a une sous-culture méridionale que l'on peut relier ici à une absence, je dirais, presque esthétique de l'État, parce que l'État a été visiblement, physiquement absent. L'État a parfois accepté de ne pas avoir le contrôle du territoire. Dans un contexte sicilien, avec la culture dont nous sommes porteurs, ça a favorisé l'apparition d'une organisation criminelle. Ailleurs, en Italie, ça a déterminé la généralisation de la corruption comme style de vie. La sous-culture mafieuse, on la rencontre tous les jours. On peut faire semblant de rien, l'ignorer, on peut vivre avec, on peut même l'assumer comme style de vie. À mon avis, le problème, c'est le choix qu'on fait. La question, c'est qu'est-ce qu'on décide de faire une fois qu'on se rend compte que où on la croise seulement, où on en est pétri aussi de cette sous-culture. C'est ça le thème important. Les choix qu'on doit faire face à ça. Pétri de résignation. Comment? Pétri de résignation. Oui, c'est vrai. Moi, je suis pétrie de résignation et j'ai 25 ans. Donc je ne sais pas, c'est grave. Quindi, no, non lo so, dico la subcultura mafiosa
Je pense que la sous-culture mafieuse, comme tu la respires tous les jours, dans les grandes ou les petites choses de la vie, à la fin, ce qui reste en toi, quand tu es quelqu'un d'honnête et que tu n'assumes pas ce style de vie, à la fin, ce qui te reste, c'est beaucoup d'amertume. Et toi, ça, quand tu es jeune, ça te pousse à partir. Parce que tu ne vois pas de futur pour toi et éventuellement tes enfants. Parce que tu n'arrives pas à réaliser tes rêves. Parce que tu sais qu'il y a toujours quelqu'un avant toi qui est le fils d'eux, qui connaît la bonne personne. Ici, c'est l'Italie puissance 10, à mon avis. Même s'il est difficile d'avoir 20 ans à Palerme, les choses changent. Malgré tout, malgré les collusions, la justice passe. Même là où on ne l'attendait pas. À Corleone, par exemple, au cœur de l'île. Corleone, 10 000 habitants, terre de mafia. Ces dernières décennies, c'est de ce village que sont venus les grands parrains. Toto Riina, Bernardo Provenzano. Provenzano, arrêté en 2006. Il était en fuite depuis 1963. On l'a retrouvé caché dans une bergerie à 3 km seulement de chez lui, à Corleone. Ici, certains n'ont pas baissé les bras pour assainir l'île. Francesco Galante est l'un des jeunes associés d'une coopérative agricole. Elle se nomme Placido Rizzotto, en souvenir d'un syndicaliste assassiné par la mafia au début du siècle. Une coopérative de ce type, sur ces terres, il y a quelques années encore, c'était de la science-fiction. Et pour cause. Ces terres appartenaient à des parents du parrain Toto Riina qui ont été condamnés. Ils sont en prison. Après l'application de la loi sur la confiscation des biens, elles appartiennent à l'État et à la commune. Ici, c'est la zone à plus haute concentration de biens confisqués à la mafia qui existe en Italie. Parce que c'est la maison mère, la patrie des familles mafieuses des Corléonais. Il fallait que tout le monde sache qu'ici, tout était à eux. Quand on leur confisque leurs biens, la gifle qu'ils reçoivent, c'est la pire chose qui puisse leur arriver. C'est plus grave pour eux que la prison. En fait, il existe toute une législation sur les biens confisqués. C'est-à-dire qu'il existe une loi qui prévoit la confiscation des biens des mafieux condamnés. En plus, depuis 1996, il en existe une autre qui prévoit leur exploitation. Par exemple, ces terrains appartiennent à l'État. Mais leur exploitation, leur usufruit, sont confiés à des coopératives ou à des associations. Par exemple, ici, avec notre coopérative, on a créé des emplois. Pour 30 personnes environ, ça a signifié avoir un emploi légal, en toute transparence. Et ça, avant, c'était impensable dans la région de Corleone. La mer, pour moi, c'est très important. Je suis née dans une île, donc c'est en moi. C'est une dimension fondamentale.
Ça me permet de m'ouvrir l'horizon, de réfléchir. Ici, c'est beau, même l'hiver, pour se promener. Quand j'ai besoin de me détendre, de voir des amis, alors sans aucun doute, je choisis la mer. Quitter la Sicile? Non. À cause de la mafia, non. J'aime trop ma terre. Et m'en aller par peur ou par lâcheté, ou m'en aller simplement parce que je pourrais penser qu'il n'y a plus rien à faire, ça j'espère ne jamais le penser.